Bonjour. Le conte, une histoire qui se transmet de bouche à oreille à travers les pays, une tradition orale qui fait partie de la mémoire collective. Les contes traditionnels sont devenus avec le temps des textes littéraires rédigés par des écrivains. La fonction du conte est non seulement de distraire, mais également de donner une morale, un enseignement qu'il faut éventuellement comprendre, non seulement au sens propre, mais au sens figuré aussi. Et de quelques noms de conteurs qui ont marqué l'imaginaire collectif universel, on citera par exemple Charles Perrault, Jean de La Fontaine, les frères Grimm, Hans Christian Andersen, Gustave Flaubert et bien d'autres noms. Le plaisir d'accueillir la conteuse Karine Casparian, sémiologue férue de mythes et mathématicienne de formation. Karine est auteure, poète et conteuse. Elle est vice-présidente des Semeurs de contes et directrice artistique du Bal des Ménestrels. Elle accompagne également des artistes dans leur processus créatif. Sa démarche de conteuse s'axe aujourd'hui de plus en plus sur des contes de création à forte tendance poétique. Son dernier spectacle, L'échappée du silence, est un enchevêtrement de contes et de poésie. Certains de ces contes poétiques seront publiés chez Planète Rebelle en automne 2018 dans le collectif Conteurs Nouvelle Vague. Ici Kamal Benkiran, bienvenue à l'émission Art et Lettres. Karine, bonjour. Bonjour Kamal. Bienvenue à l'émission Art et Lettres. Vous êtes conteuse, mais vous avez commencé par autre chose, par d'autres genres littéraires. Vous avez commencé par des poèmes, des nouvelles, vous avez abouti au théâtre, puis vous êtes dans le conte. Est-ce que pour vous c'est un cheminement naturel? Est-ce qu'il faut passer par ces genres littéraires pour aboutir au conte? Non, pas forcément. Mais pour moi, c'était en fait un cheminement naturel dont je prends conscience maintenant. Parce que j'ai commencé à écrire très tôt de la poésie. Et quand j'écrivais, c'était toujours à l'oral. C'est-à-dire que pour moi, il y avait quand même toujours une parole qui émergeait. Et d'ailleurs, j'aimais beaucoup Apollinaire et je disais toujours « mais Apollinaire, je suis sûre que quand il écrit, il parle ». Et donc pour moi, l'écriture et la parole, c'est lié. Et quand j'ai fait du théâtre, l'expérience la plus forte que j'ai vécue en tant que spectatrice, ça a été de voir le spectacle de Laurent Terzieff qui s'appelait Florilège. Et là, il disait des poèmes de Neruda, de Goethe, de Rilke, avec une telle présence. Et il donnait une deuxième vie, aux poèmes. Et là, il les rendait vivants. Donc moi, il y avait quelque chose de cet ordre. Donc, ce que je voulais dire, il y avait cet apport de l'écriture, de la voix et du corps. Oui, tout à fait. Donc, qui ont contribué donc, à forger plus ou moins cette identité de conteuse. Donc là, vous êtes plantée en tant que conteuse pour le moment. Est-ce que c'est là où se trouve votre identité pour le moment? Alors, actuellement, je suis en train de revenir vraiment à l'écriture, mais ça reste l'écriture et le conte qui se rencontrent. Et puis dans mon dernier spectacle, L'échappée du silence, j'essaie de faire danser en fait la poésie et le conte ensemble. Le conte est poétique et la poésie, elle raconte aussi. Donc, une fusion. Oui, comme une fusion. Et ce que j'ai vécu aussi dans mon parcours, quand j'étais comédienne, il y a quelque chose qui me manquait. C'est que je pouvais être contente d'une prestation, mais il y avait quelque chose qui pouvait être vide parce que j'avais besoin de transmettre un sens qui m'inspirait profondément. Profondément, oui. Et quand j'ai découvert le conte, en fait, j'ai réalisé, en fait, j'ai retrouvé mon amour des mythes de l'enfance. Qui compose le conte, normalement. Oui, tout à fait. Et qui est vraiment porteur, qui est porteur de quelque chose qui est plus grand que nous. Donc ça a été pour moi, je me suis dit, waouh, ça peut être un métier. C'est quelque chose. Ouais. Oui. Donc, vous décrivez votre arrivée du conte par une belle métaphore, en faisant référence à une plante et une graine, je cite. Ouais. Enfant, j'ai senti un chatouillement à l'intérieur. C'était une minuscule graine arrivée, je ne sais d'où, qui était en train de germer.
Sans gêne, comme ça, la plante a grandi, elle a fleuri et en univers qui s'est grainé en vers. J'ai alors écrit nouvelles et poésie. Puis la plante s'est développée de bord en bord, elle a enraciné mon corps et je suis devenue comédienne. Donc, à quel point le théâtre aussi a son rôle pour forger cette identité de conteuse? Est-ce que vous pensez qu'il a un rôle intéressant? Moi, c'est vraiment oui, cette présence. Pour moi, oui, le fait d'être dans l'instant présent avec ou un texte ou une histoire. Donc, dans ce sens-là, oui, il y avait quelque chose qui m'attirait dans le théâtre. Ouais. Donc, il y avait un gestuel aussi. Parce qu'il y a un gestuel aussi pour le conteur. Je ne sais pas qui s'étudie, j'imagine. Il faut étudier ce gestuel, enfin, de manière spontanée. Mais ce qui est sûr, c'est que ce sont des gens littéraires qui se retrouvent, qui se rapprochent et qui se complètent aussi. Ouais. Cela dit, le conte est issu d'une longue tradition orale qu'on trouve en Afrique, par exemple, avec des enseignements, une morale particulière. Mais peut-être c'est subjectif, j'ai comme l'impression que l'intérêt parfois pour le conte est relatif. Ce n'est pas un intérêt assez grand comparativement au théâtre, à la poésie, au roman, le roman qui les englobe parfois tous. Hein. Est-ce que vous partagez cette opinion? Oui, tout à fait. C'est pas assez connu. Et moi, parfois, quand je disais que j'étais conteuse, on s'attendait à ce que je lise Blanche-Neige. Donc, il y avait vraiment ça. Donc, c'est sûr que le conte gagne à être connu. Et c'est beau de voir des adultes avec des yeux écarquillés qui redeviennent des enfants. Parce que c'est ça que ça fait, les contes. Les contes traditionnels, c'est ça que ça fait. Ça permet de rêver. Ouais. Est-ce que vous pensez qu'il y a assez de conteurs, de conteuses au Québec bon, tout le monde, parce qu'on s'entend qu'ici, au Québec, par exemple, quand on parle du conte, on parle de Fred Pellerin. Ouais. Est-ce que vous pensez qu'il y a une floraison de conteurs et de conteuses au Québec? Oui, il y en a une, oui. Oui, il y a des spectacles, mais moi j'ai vu il y a des grands créateurs et des grands aussi porteurs de contes traditionnels, parce qu'il y a vraiment deux courants. Il y a toute une lignée qui porte ces contes merveilleux, des légendes, des épopées, et puis il y a d'autres conteurs qui vont vers la création. Mais vous êtes inspiré de la mythologie grecque ou bien de tout ce qui est mythe, c'est-à-dire du merveilleux Moi, c'était vraiment... Moi, j'ai beaucoup aimé déjà les contes de sagesse, parfois des contes qu'on ne comprend pas. Et puis quelques jours plus tard, quelques mois, il y a quelque chose qui arrive et puis on se dit « Ah, c'était ça ». Ah, c'était ça ce que je voulais dire. Et c'était ça que ça voulait dire. Et les contes merveilleux aussi, ça porte quelque chose, mais d'extrêmement puissant. Et avant, en fait, les contes merveilleux, c'était pas fait pour les enfants, c'était fait pour les adultes. Quand les enfants dormaient, on racontait les contes merveilleux. Non seulement pour qu'ils puissent s'endormir, mais pour rêver aussi. Exactement. Et on dit, il y a la phrase que les contes merveilleux ne sont pas faits pour endormir les enfants, mais pour réveiller les adultes. Ouais. Exactement. Alors, Karine, on va faire une pause et puis on vous revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. Restez avec nous. On est de retour, mesdames et messieurs, dans le cadre de l'émission Arts et Lettres, toujours avec notre invitée Karine Casparian. Justement, il y a différents messages et enseignements du conte qui passent de la sagesse à de la lucidité, à de la morale. Par exemple, La Fontaine, il avait critiqué l'immoralité de l'époque. Charles Perrault, qui s'était inspiré de la littérature jeunesse pour donner une nouvelle littérature. On a comme l'impression que le message est toujours le même. Quel est le message que vous essayez de transmettre dans vos contes? Le message que j'essaie de transmettre dans mes contes, je m'intéresse beaucoup en fait à ce qu'il y a derrière l'humain, en fait, ce qui est caché, en fait, mais ce qui est le plus vrai, le plus nu, en fait. Le plus nu, le plus précieux. Ouais, le plus précieux, ouais. Donc, il y a beaucoup de... pour moi, c'est comme un partage. C'est fou, mais maintenant, je réalise que j'aime compter aussi pour partager un silence. Mais partager un silence, c'est partager le mystère entre nous. Là. Excellent. Voilà. Karine, si vous le voulez bien, je vous inviterai à une lecture
d'un conte, ça doit être Les Bonnets, je pense. Oui, c'est ça. Ouais. Si vous le voulez bien, on vous écoute, mesdames et messieurs, Les Bonnets avec Karine Casparian. Avant, j'avais un bonnet. C'était un bonnet couleur changeante qui prenait la couleur de l'humeur qu'il me fallait. À chaque cérémonie, il avait sa couleur assortie. Il était baptême chocolat pour les nouveaux contrats, fiançailles rose bonbon pour les jours d'augmentation, mariage blanc chiffon pour les crépages de chignon, et très souvent, il prenait la teinte enterrement violacée pour les licenciements accélérés. Mon bonnet s'était tricoté, tissé au fil des années, à coups de poing, de mordants et d'accrocs. Il s'épaississait quand je filais du mauvais coton et fronçait quand je laissais filer une chance. Si j'étais sur le fil du rasoir, il me faisait filer à l'anglaise. De fil en aiguille, j'étais prise dans les mailles de mon bonnet et ces mailles étaient devenues si serrées que rien ne pouvait plus les traverser. Il paraît qu'il n'y a pas que moi. Il semblerait que la plupart des gens ont un bonnet. Même vous, il est fort possible que vous en ayez un. Ça commence souvent par un événement qui vous dresse les cheveux. Vous ressentez alors une maille de tête terrible qui cogne en votre crâne, vous étire le visage, vous tresse les sourcils et vous bourdonne dans les oreilles. Peu à peu, vous vous habituez et la maille devient coulée, elle glisse lentement. Le bonnet prend forme, il s'infiltre de plus en plus profondément. C'est bien qu'au bout d'un temps, il fait tellement partie de vous que vous l'oubliez complètement. Presque complètement. Vous remarquez quelques petits changements, juste un vertige à chaque fois que vous vous retrouvez seul. Les bonnets, la solitude, ça les fait chavirer. Sans personne pour les regarder, ils ne savent plus quelle teinte adopter. Du coup, ils se mettent à se décolorer. Avec mon bonnet, on s'organisait pour échapper à cette contrariété. Pour éviter toute tête à bonnet entre nous, on s'extériorisait. On allait partout, partout où il y avait du monde. Parce qu'avec un bonnet, tout est simple. On se rencontre, on se montre, on s'expose, on s'impose. On s'affiche, on s'en fiche, on défile, puis on file. Il me protégeait de tout, mon bonnet. C'était un vrai bonheur. Enfin, de presque tout. Parce que voilà, l'autre jour, en allant au travail, je suis allée à la station Bonaventure, comme tous les jours, à 6h59 du matin. J'ai pris la ligne Clémentine. Comme tous les jours, à 7h04 du matin, j'étais sur le quai. Le métro est arrivé. Et je suis rentrée en tête de train, comme tous les jours. Quand je suis rentrée dans le wagon, mon bonnet était violet-bleu délavé pour l'humeur matinale du dédaigneux désincorporé. J'ai pris place sur mon siège habituel. Mais voilà que tout à coup, à la station Place des Larmes, un homme est venu s'asseoir en face de moi. Quelle audace! D'habitude, personne ne s'assoit à cette place. Tous les sièges à proximité me sont tous réservés. Avec la couleur de mon bonnet, d'habitude, les gens ont du respect. J'ai regardé furtivement. C'était un nouveau du wagon, un jamais vu, un parfait inconnu. J'aurais dû me méfier, parce qu'on se connaît tous, nous les voyageurs, de 7h04 du matin de la tête de train. C'était un homme avec des vêtements flottants non identifiés. Quand j'ai réalisé qu'il souriait, je me suis dit que son bonnet devait être déréglé parce que franchement, dans un métro, sourire, c'est déplacé. J'aurais dû me méfier. Pourtant, je pensais qu'à cette heure-ci, j'avais rien à craindre. C'était pas 11h59 du matin, mais 7h04 en tête de train. Tout à coup, j'ai senti quelque chose se diriger vers moi. D'instinct, j'ai levé la tête. Et j'ai vu deux grands yeux clairs qui me regardaient. C'était l'inconnu qui me regardait avec un vrai visage. Un visage nu, sans bonnet. Nos yeux se sont croisés. Et l'instant d'après, j'étais dévisagée. Méfiez-vous des vrais visages. Ce sont des voleurs de bonnets. Qui est cet inconnu? Cet inconnu, c'est justement quelqu'un qui met pas de masque. Qui n'a pas de visage, hein? Ouais, qui n'a pas de... Finalement, qui n'a pas de masque, qui se protège protège. pas. Oui, ouais, oui. Qui est lui-même.
Et je pense que le conte, c'est ça aussi, dévisager. Il y a quelque chose de cet ordre, en fait. De se dénuder, en fait, et d'être d'âme à âme. De projeter aussi un mystère. Hein? Ouais, quelque chose de cet ordre. Et en fait, on n'est jamais plus dans le mystère que quand on est à nu, en fait, quand on ne se protège pas. Quand on essaie de cacher quelque chose, ben, là, le mystère, ce qu'il y a de plus intangible. Plus intangible, oui. Ouais. Magnifique, très bien. Alors, on fait une pause et on revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. Restez avec nous. Et nous voilà de retour, mesdames et messieurs, toujours dans le cadre de cet épisode de l'émission Art et Lettres avec notre invitée Karine Gasparian. Il y a quelques années, en 2013, hein, en septembre 2013, c'est ça, exactement. Vous avez sillonné les routes de Québec en marchant. Oui. Une virée qui a regroupé de noms, André Morin, Yves Robitaille, Geneviève Falaise, Françoise Crête. Est-ce que cette virée est devenue finalement une tradition? Oui, et on a décidé de continuer la route parce que c'était un Montréal-Québec qu'on a fait et on voulait le faire en marchant. Donc on a commencé à prendre contact et on a été accueillis en fait dans des cafés, dans des maisons de la culture, dans des musées, dans des théâtres. Et chaque soir, en fait, on faisait un spectacle et on recontinuait la route. Et là, on a fait 5 années et on a fait Montréal-Gaspé à pied. Ah, magnifique. Oui. Et c'est parti, en fait, d'une idée, parce que j'organisais, en fait, avec André Morin et Yves Robitaille, des soirées qui s'appelaient le Ballet des Conteurs. Le Ballet des Conteurs, oui. Et c'est André Morin qui nous a dit cette idée folle, et si on organisait une marche. Oui. Et on a dit, ben oui, évidemment. Et on s'est lancé dans cette aventure qui dure. Ben là, on part de Gaspé maintenant jusqu'à Saint-Siméon là, pour notre 6e année. Ah, magnifique. Et ça occasionne des rencontres, en tout cas. Oui. C'est pour ça qu'on appelle ça une virée. Donc, oui, parce qu'en fait, parfois, les gens qui nous ont écoutés le soir viennent nous voir sur le chemin, nous arrêtent quand il pleut. « Oh, mais est-ce que vous voulez un morceau de gâteau chez nous ?» Donc, quand ils sont sur notre route, on est accueillis. En fait, c'est magnifique. Et il y a aussi des gens parce qu'on fait des spectacles toujours différents. Oui. Et donc, il y a des gens aussi qui nous suivent d'une virée à l'autre, et aussi d'un lieu à l'autre. Donc, des gens qui savent que vous faites cette virée en marchant, donc ils vous suivent. Très bien. Puis, il y a un autre événement, je vais appeler ça un événement, les Conteurs s'affichent. Les Conteurs s'affichent en 2018, peut-être? Ça, c'est le RCQ, c'est le regroupement des Conteurs du Vous y participez? Oui, j'ai participé parce que j'ai fait des spectacles, donc ils m'ont affiché, en fait, simplement. Oui, exact. Oui. Donc, ils s'affichent, est-ce que c'est une virée ou bien ça va être juste des conteurs dans un cadre de regroupement qui vont présenter leur conte dans le cadre d'un festival ou d'un événement? Ça doit être ça? En fait, les conteurs s'affichent, c'est tous les conteurs qui sont dans le regroupement du conte du Québec, en fait, qui vont dire les événements qu'ils font. Et les conteurs s'affichent, en fait, c'est tous les événements des conteurs. C'est ça, c'est simplement des spectacles, les spectacles que les conteurs font. Très bien. Maintenant, pour ce qui est de la réception du conte par les gens, comment les gens le reçoivent, comment est-ce que vous voyez l'intérêt maintenant du gouvernement, du Conseil des arts et des lettres du Québec, du Conseil des arts du Canada? Pensez-vous qu'il y a un intérêt? Pensez-vous qu'il y a un financement? Pensez-vous qu'il y a des conteurs qui reçoivent de l'argent pour faire leur projet? Oui, je trouve, et de plus en plus, il y a des réponses très positives. Très positives. Moi, j'ai eu 2 demandes, enfin, on en a demandé, parce que je fais du coaching aussi, j'accompagne parfois des artistes, et il n'y a eu que des oui. Donc, il y a vraiment comme... Non, actuellement, je trouve que le Conseil des arts est très aidant. Très aidant, il y a une ouverture, peut-être bien aussi, parce qu'il y a de belles structures aussi, la Maison du Conte, regroupement des conteurs... Oui. Il y a le Festival interculturel aussi. Oui, exactement. Et Festival international du conte. Et puis, c'est qui les conteurs qui vous ont inspiré, Karine? Alors, en France, Catherine Zarcat, c'est une conteuse qui m'a beaucoup inspirée parce qu'elle est habitée par le mystère aussi. Ici, il y a des conteurs que j'aime particulièrement. Alors après, c'est comme une famille. Là, je pense à Nadine Walsh.
Joujou Turenne, c'est une conteuse aussi. Joujou, qui est une femme formidable. Ouais. C'est la sourde. Ouais, c'est un joujou, un bijou. Moi, je lui dis parfois un bijou. C'est un bijou. Joujou, c'est un bijou. Ouais. Karine, si vous le voulez bien, on va retourner aussi à la lecture. Oui. J'imagine que vous avez un autre texte. Oui, alors là, j'ai pris un poème qui fait partie de mon spectacle. Parfait. Et qui traite de... C'est à partir d'un cœur blessé. C'est la blessure qui parle. Le jeu qui parle, c'est la blessure. Je suis la nuit. La nuit sombre et incolore où seule une ombre est un corps. Je suis si glaciale qu'au son de mon nom, un hiver s'est gelé. Un flocon s'est pétrifié. Je suis le livre des ancêtres, et sur ma peau ridée, tes souffrances s'écrivent. Je suis une mer muette où tous les bateaux qui m'ont oublié partent à la dérive. Je suis celle qu'on n'ose pas regarder. Prends garde, j'existerai tant que tu ne m'auras pas affrontée. Je m'infiltrerai en toi à travers tes doutes et tes désespérances. Où cours-tu ? J'habite déjà le sentier de tes fuites. Tu m'évites ? Tu cherches une issue ? Il est trop tard. J'ai envahi toutes tes nuits. À chaque pas que tu fais, je te suis. Je suis. Je suis si obscure qu'au fond de mon ventre, un enfant s'est perdu. Je suis. Je suis si envoûtante que par le fil de ma voix, tant d'hommes se sont pendus. Je suis. Je suis torrent et océan, et dans mon regard, des yeux se sont noyés. Je suis. Je suis rocher et glacier, et sur ma peau, une main s'est coupée. Qu'attends-tu ? Ne résiste pas. Accepte-moi. Je suis l'élu, le méconnu, celui qui frappe en toi pour que tu le reconnaisses. Je suis l'effroi que tu dois affronter pour que ta souffrance cesse. Je connais ton histoire. Je suis née de ta mémoire. Une nuit, ton cœur a brûlé, et depuis, je te suis comme un chien enragé. Redresse-toi, je t'attends. Combats-moi, danse avec moi. Et n'oublie jamais, je ne suis rien. Rien qu'une larme qui s'écoule et qui roule sur une joue glacée. Ne tremble pas. Je ne suis que ce que tu fais de moi. Je suis ce que rien est. Un vent qui souffle, où ta douleur est née. Merci beaucoup, Karine Gasparian. C'était un plaisir de vous recevoir, d'être passé nous voir dans le cadre de cet épisode de l'émission Arts et Lettres. C'est ainsi que s'achève cette émission. Merci beaucoup de votre intérêt, mesdames et messieurs. N'oubliez pas d'aller à icitelevision.ca, de cliquer sur l'onglet émission Arts et Lettres et de visionner tous les épisodes de Arts et Lettres. Merci beaucoup de votre fidélité. Kamal Benkiran avec vous. À la prochaine.